particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, une de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes nombreux, vraiment très nombreux à nous suivre, mais à nous faire confiance. Vous savez que, comme on vous avait dit, que non seulement que nous sommes dit que nous allons vous apporter du bon contenu, mais les bons contenus, c'est avec des bons invités, des personnes qui réfléchissent hautement, mais profondément. Ils sont parfois rares dans les médias parce qu'ils doivent avoir vraiment de la matière, mais nous faisons un effort pour essayer de les chercher. Non seulement les chercher et les trouver, mais je vous encourage bien évidemment à nous appeler, vous qui avez apprécié ces clubs, ces grands clubs, ces grands retrouvailles, des amis bien sûr de l'émission Vraie Version. Nous avions commencé la première antenne en Ngaliema. En Ngaliema, là où nous avons la première antenne, lorsque vous passez là sur Soukamir, vous verrez que toute la population, beaucoup plus les jeunes, ont mis des télévisions partout, en train de suivre Vraie Version. Vous nous demandez bien évidemment d'être bilingue. Nous allons essayer de les faire. Mais essayer de les faire, c'est vous donner aussi la bonne et la vraie information. Si on peut le dire, l'information vraie et vérifiée. Nous serons dans les enquêtes, vraiment dans les enquêtes, parce que maintenant là, ce qu'ils font les ministres dans leur bureau, est-ce qu'ils travaillent vraiment? Est-ce qu'ils sont là pour des affaires purement politique, mais pas la gestion? Nous allons vous en parler. Voilà pourquoi vous verrez que cette semaine, nous allons commencer avec des débats très bien élaborés. Toujours ministère à sport, on débat et sur les ministres et sur les ministères, ce qui devrait se faire, ce qui s'est fait et ce qui ne se fait pas. Nous allons en parler vraiment en tout détail. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un fils du pays, mais aussi un cadre de l'UDPS. Mais pas l'UDPS, tu sais qu'elle dit. Vous avez l'habitude de nous voir toujours avec UDPS, tu sais qu'elle dit. L'UDPS, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ou ce soir, nous recevons Monsieur Dieu merci Limeme. Il est de l'UDPS Kibasa. L'UDPS Kibasa Maliba, bien sûr, que nous disons bonsoir. Bonsoir, Monsieur Didier. Vous êtes parfois un peu rare à la télévision, pas vous, mais l'UDPS Kibasa, soit on parle moins de vous. Ça se passe bien dans votre parti UDPS Kibasa? Le parti se comporte très bien. Ok. Les choses avancent. Nous serons de plus en plus visibles parce que j'ai cette remarque, hein, on la reçoit de temps en temps. Ouais. Mais nous serons de plus en plus présentes parce que les partis s'organisent aussi en interne pour renforcer la partie communication et partie visibilité dans les médias. Mais je vous rassure que les partis se portent très très bien. Oui. Et évidemment, notre leader se porte très bien et je les salue de là où il nous suit probablement en ce moment. Alors en fouinant, nous avions remarqué, Monsieur Dieu merci, que vous avez même des députés, notamment votre leader qui est, on peut le dire, les visages de proue, les ministres qui restent, et maintenant on l'a donné même beaucoup plus de fonctions, il a même le ministère du numérique à sa charge. Est-ce que vous avez un siège? Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS Kibasa, vraiment à Kinshasa, vit très bien? Est-ce que vous avez un secrétaire général? Tout ça, c'était des questions lorsque nous avions annoncé. Non, écoutez, vous savez, l'UDPS Kibasa a été un grand parti. Oui. C'est un parti qui existe depuis 1980, lorsqu'on a créé l'UDPS. Et jusqu'aujourd'hui, nous existons. Nous avons un siège au niveau des 12e Rio Limité. Notre parti est présent, notre parti est très bien organisé. Nous sommes parmi les partis les plus structurés en RDC. Nous sommes présents dans toutes les provinces. Nous avons des fédérations partout. À Kinshasa, nous sommes présents. Nous avons une organisation mise en place et les partis fonctionnent correctement. Nous sommes un grand parti. Il ne suffit pas seulement de faire du bruit et d'entrer dans les polémiques politiciennes. Nous préférons nous concentrer dans les travaux. Et effectivement, ce qu'a fait notre ministre, pousser les secteurs des numériques et les secteurs
secteur des télécommunications en RDC. Oui. Vous étiez aux élections, nous n'avions pas parlé. C'est quoi les bilans de votre parti premièrement et votre propre analyse par rapport aux élections qui se sont passées? Nous pouvons rappeler ici que vous êtes aussi de l'Union Sacrée, donc vous avez soutenu Félix Tshisekedi, qui est de l'UDPS aussi, Bar Tshisekedi. Quelle est votre analyse par rapport à ce processus électoral? Et vous, comment vous êtes comporté aux élections? Vous avez eu combien de députés? Est-ce que les partis s'est vraiment mûri pendant ces processus électoraux? Il faut dire que les résultats que nous avons obtenus pendant les élections n'étaient pas les résultats que nous avions souhaités. Okay. Nous n'avons pas obtenu beaucoup des sièges, on a obtenu 3 sièges. Ouais. Ce n'était pas notre souhait, on a aligné suffisamment des candidats. Mais malheureusement, les élections se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Okay. Il y a eu beaucoup d'imperfections, on le sait, beaucoup d'erreurs matérielles évidemment. Ce qui nous a pas du tout fait du bien. Oui, oui. Mais vous étiez aussi candidat? J'étais candidat aussi. Malheureusement, je n'ai pas été proclamé élu. Ok. Pas proclamé élu, mais élu par la population. Élu par la population, je l'ai dit, parce que j'ai une grande base qui a été très déçue. Oui. Mais nous sommes démocrates, nous l'acceptons, nous prenons sur nous. Oui. Et puis nous continuons à nous battre. C'est ça l'UDPS. Nous sommes battus avant les pouvoirs pendant très très longtemps. Oui. Nous continuons à nous battre, même si les résultats ne satisfont pas. On ne fait pas la politique pour nous, on fait la politique pour la nation. Donc si ces résultats apportent l'apaisement dans le pays, nous nous inclinons dans les jets démocratiques et nous allons continuer à évoluer. Effectivement, ces élections nous ont encore mûri. Oui. Okay? Moi, c'était ma première candidature aux élections. Ça nous a encore mûri. Et nous continuons à nous battre. Et nous sommes toujours dans les sphères politiques. Nous allons continuer à avancer. Alors, oui. Alors justement, parlons de vous. Dieu merci, Limemé. Vous étiez candidat aux élections provinciales. Vous êtes cadre. Qu'est-ce qu'on peut encore connaître de vous? Écoutez, je suis cadre du parti UDPS Kibasa. Oui. Bien évidemment, j'ai une carrière professionnelle en dehors de ma carrière politique. Oui. Je suis énormément évolué pendant près de 17 ans dans les secteurs de la télécommunication. Donc c'est là mon expertise. Donc évidemment, je suis expert communication et marketing dans ma carrière privée. Mais en tout cas, entièrement, je suis membre de l'UDPS Kibasa et c'est là où j'évolue dans ma carrière, dans ma casquette politique. Exactement. C'est ce que nous devons retenir. Alors, parlons de ces gouvernements. Vous y êtes, vous y demeurez. D'ailleurs, on vous pointe vraiment du doigt, UDPS Kibasa. Je n'aimerais pas vous poser des questions sur vous qui êtes dans les gouvernements comme UDPS, mais la composition de ces gouvernements, si on peut dire aujourd'hui que vous pouvez faire une analyse par rapport à cette composition du gouvernement, bien sûr. Est-ce que nous pouvons nous attendre à des solutions? La population qui nous suit peut se dire que, nous aurons des solutions avec les castings faits. Vous savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement qui a fait l'unanimité. Même les gouvernements Lumumba n'ont pas fait l'unanimité. Il y a des gens, la preuve quelques jours après l'indépendance, on a connu des sécessions dans ces pays. Donc il n'y a aucun gouvernement qui peut faire l'unanimité. Bien évidemment, ces gouvernements ici, actuels, ne dérogent pas à la règle. Et il y a des gens qui sont satisfaits, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Mais moi, je suis très positif. Je préfère donner la chance à ceux qui sont là. Il y a des bénéfices, des doutes, bien évidemment. Il y a ceux dont je n'ai jamais vu travailler, comme Constant Moutamba, par exemple, qui est un jeune que je vois très dynamique, que je n'ai jamais vu travailler quelque part. Donc je lui donne la chance. J'espère, je crois en lui. Je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ils sont nombreux. Je vois comment est-ce que Mouya est assez bas. Dans cette fonction. Patrick Mouyaya. Vous pensez que c'est un excellent ou les autres disent que il ne fait pas grand-chose?
Patrick Muyaya fait un travail extraordinaire dans ces secteurs. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent de lui, mais étant que ministre des Communications dans ce pays, il fait un travail extraordinaire dans les gouvernements. Il met en lumière les activités du gouvernement à travers ses actions. C'est ça son travail, mettre une certaine visibilité dans les actions du gouvernement, parler au nom du gouvernement, et je pense qu'il est fait suffisamment bien que on peut dire qu'il y a des failles, ça ne manque pas, c'est une œuvre humaine. Il y a plusieurs failles. Oui, évidemment, mais en tout cas, il évolue, il fait un travail. Par exemple, la gestion de la RTNC qui est toujours déplorable. Mais vous savez, la RTNC a une administration, la RTNC a un directeur général, une administration qui gère. Donc il ne faut pas seulement pointer les ministres, il faut aussi voir les gestionnaires de la RTNC, comment ils fonctionnent, comment ils ont géré les choses. Mais quand les ministres responsables des tutelles ne disent rien, ne sanctionnent pas, ils pensent que ça va bien, alors que la population dit que ça ne va pas. Il faut faire attention, si les ministres ne parlent pas des problèmes de la RTNC dans les médias, ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, peut-être en interne. Donc il faut regarder aussi en interne, qu'est-ce que les ministres reprochent au DG. On ne sait pas, donc il y a des choses qui se passent en interne qu'on ne peut pas forcément ressortir dans les médias. Donc il y a forcément un travail qui est fait, mais on a dit tout à l'heure, le travail n'est pas parfait. Il y a des choses à corriger. Ça peut faire partie des choses à corriger. Mais bien évidemment, dans son travail des prédilections, la visibilité des actions du gouvernement, il a suffisamment bien fait. Et surtout que nous sommes dans un moment de guerre. Et Patrick Muyaya a secoué l'adversaire à travers ses sorties médiatiques, que ce soit ici ou à l'extérieur. Donc il a fait bien et je pense qu'il mérite quand même d'être là. Et je donne encore cette bénéfice de doute à plusieurs ministres dont j'espère qu'ils vont nous prouver à suffisance qu'ils méritent cette place. Ils vont nous démontrer que s'ils sont là, ils ont réellement mérité, ils vont faire un bon travail. Nous allons le voir surtout très bien, les regarder dans l'œil ouvert et dans la vraie version à partir des 100 jours, bien évidemment, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas encore 100 jours, ça on aimerait les dire. J'écoutais quelqu'un, quelque part, qui disait que, mais on attendait quand même des grands visages de pro, Eliezer Tambwe, Amici Makutano, Eteni Longondo et les autres. Mais Fachi, il disait en lingala, Fachi a élu au gouvernement à Banamike. Qu'est-ce que vous pensez de cette tranche de la population qui dit ça? Moi, je considère la jeunesse pas comme une expérience. La jeunesse, c'est la créativité. La jeunesse, c'est les renouveaux. Donc moi, ça me fait plaisir de voir les jeunes aujourd'hui. Et si vous regardez par exemple en France, on n'a qu'à regarder. On a des gens comme Jordan Bardella qui n'a que 28 ans, mais qui a secoué le gouvernement Macron. On a des gens comme Gabriel Attal qui est 36 ans, Premier ministre de la France. Vous voyez, donc la jeunesse, moi je ne considère pas la jeunesse comme de l'expérience. Je considère la jeunesse comme des nouvelles idées, une nouvelle façon de penser. Et je pense que ces jeunes vont faire quelque chose, vont nous prouver quelque chose. Est-ce que, comparativement à la politique française dont vous aviez dit l'exemple, il y en a pléthore, notamment aussi Macron, il est ministre trop jeune, mais on a vu un Premier ministre qui n'a pas suffisamment convaincu Sama Lukonde. Est-ce qu'il y a un problème face à la jeunesse congolaise et la jeunesse peut-être française? Je n'aimerais pas qu'on généralise les choses. Sama Lukonde est une personne, un individu qui est différent des autres. Chaque personne a son expérience. Mais Sama Lukonde, je l'ai connu, un technocrate assez outillé. Moi, à mon avis, je pensais que, comme vous tous, que Sama Lukonde allait, étant que technocrate, quelqu'un qui a la maîtrise, pouvait faire les choses autrement. Malheureusement, Sama Lukonde est arrivé dans une période aussi très délicate. Nous avons la guerre à l'Est. Il fallait renforcer les énergies. Et cette guerre, vous connaissez les origines de cette guerre. Ce n'est pas seulement une guerre qu'on peut gagner sur terrain dans la bataille militaire. C'est une guerre qui transversale, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur et ça a peut-être handicapé les gouvernements Sama Lukonde à un certain niveau, à une certaine mesure. Mais je pense qu'il a donné ce qu'il avait à donner. Maintenant qu'il n'est plus là, nous avons Maman Judith Souminois. Donnons la chance à cette dame qui a une certaine maîtrise aussi dans la politique. Je pense qu'elle peut apporter quelque chose. Qui fut aussi ministre du Plan. Alors nous attendons beaucoup de vous, Madame Judith Souminois. Ça brûle un peu dans le gouvernement. Dans l'Union sacrée, si on peut le dire. Ça a commencé par l'ancienne ministre Stéphanie Mbombo qui a déposé sans dire les causes. Maintenant,
c'est vous qui êtes de la majorité ou de l'Union sacrée, vous demandez, la plupart des gens demandent à Jean-Lucien Boussa de quitter le gouvernement, de démissionner parce que Jean-Lucien Boussa a dit ceci, je le redis, que depuis 1960, il n'y a pas d'effort de leadership en RDC. Qu'est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous l'appuyez aussi ou vous dites que c'était une erreur de communication? Je suis content que vous soyez aussi expert en communication. Dites-nous-en, monsieur Dieu merci. Je suis content des propos des Jean-Lucien Boussa. Ah bon? Ouais, pourquoi je suis content? Je suis content que tous ces vieux politiciens, eux-mêmes commencent à comprendre que depuis 60 ans, ils ont manqué de leadership. Ok. Jean-Lucien Boussa a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila, il est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Oui. S'il comprend qu'il a manqué de leadership, il est temps qu'il dépose. Parce que quand on parle du leadership, là, oui. Peut-être lui a fait une erreur. Il pense que quand on parle du leadership dans une nation comme la RDC, oui, on ne voit qu'un seul individu, le président de la République. Non, quand on parle du leadership, on voit chacun dans sa parcelle de pouvoir. Ok. Jean-Lucien Boussa a plusieurs fois, depuis 2017, été ministre. Depuis 2017, si on peut compter aujourd'hui, c'est 8 ans jour pour jour. Jean-Lucien Boussa est ministre pendant 8 ans. Il faut regarder dans son secteur, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que quand on parle de 1960 aujourd'hui, d'accord, on est d'accord. Mais lui, dans sa part, oui, sa contribution, c'était quoi? Mobutu était mauvais, Mobutu n'avait pas de leadership, parce que lui a accompagné Mobutu. Il a travaillé dans les cabinets du directeur de cabinet de Mobutu. Ok. Jean-Lucien Boussa est ministre. Il a accompagné Kabila. Kabila a manqué du leadership. Qu'est-ce que lui a apporté à Kabila pour que Kabila manque du leadership? Okay. Il est aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Tshisekedi manque de leadership. Lui, qu'est-ce qu'il apporte? Il a un parti politique, Jean-Lucien Boussa. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il faut qu'il se regarde lui-même dans le miroir, dans son parti, pour nous dire s'il n'y a pas du népotisme dans son parti, il n'y a pas du clientélisme dans son parti. Maintenant, si après cette analyse, il a encore le courage de revenir pour nous répéter la même chose, alors on va se regarder en face. Vous pensez aussi que c'était il a dit la vérité, premièrement. Deuxièmement, vous l'accusez de népotisme dans son parti? Je ne l'accuse pas. Qu'il regarde lui-même dans son parti, qu'il vienne nous dire s'il n'y a pas du népotisme. Parce que les mandats passés, c'était son fils qui était son premier suppléant. Voilà, par exemple. Qui était devenu... qu'il regarde, lui, qui commence à regarder son parti. S'il n'y a pas du népotisme, il y a des gens qui ont quitté le parti des Jean-Lucien Boussa à cause de cette histoire. Ah bon? À cause du népotisme. Alors qu'il regarde lui-même. Jean-Lucien Boussa, il y a un conflit avec Jean-Pierre Bemba récemment ici, pendant la période électorale. Mais c'était à cause de quoi? Je ne sais pas s'il a un problème de communication, mais à chaque fois que Jean-Lucien Boussa prend la parole en public, il glisse toujours quelque chose qui n'est pas très agréable. Pendant la période électorale, il a connu un problème parce qu'il est sorti. Il a fait une sortie qui a choqué les camps de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, il sort, il nous balance que le pays manque de leadership. Ok, d'accord. Mais lui a travaillé avec Mobutu, Kabila et Tshisekedi. Qu'ils nous disent, dans sa parcelle de pouvoir, il est ministre depuis 2017. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Quel est son leadership dans son secteur? C'est bien de critiquer les autres, mais il fait partie de ces bilans. Il fait partie de ces manques de leadership. Là, il veut se racheter. C'est vrai qu'il a tweeté après pour essayer d'expliquer, pour dire que ce sont des invectives ou une mauvaise compréhension de sa communication. C'était purement une communication ou un forum scientifique où il voulait juste parler d'autre chose, par exemple. Alors il a manqué des tacts. Il a manqué des tacts. Il est politique, il est intellectuel. Jean-Lucien Boussa, c'est un élite de ces pays. Il doit savoir comment communiquer et cette façon de communiquer. Mais moi, je pense que ce n'est pas une erreur. Il a dit ce qui était au plus profond de lui. Il a sorti ce qu'il ressentait réellement. Et je trouve ça dangereux. Pourquoi? Parce que, on le sait, c'est le deuxième mandat de Félix Tshisekedi en 2028. Félix Tshisekedi doit nous présenter un dauphin. Donc, il y a des ambitions comme ça qui commencent à gémir petit à petit. On ne sait pas, on ne connaît pas exactement les ambitions des Jean-Lucien Boussa. C'est un politique. La politique, c'est la guerre d'ambition. Donc, si il commence déjà à sortir ses griffes à temps, on ne le sait pas. Alors, monsieur Dieu merci, est-ce que par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, il y a Jean-Lucien Boussa qui l'a dit ouvertement, qui n'a pas eu de leadership, donc il pourrait vous proposer mieux dans 4 ans. Il y a
Vital Kamerhe qui a commencé avec les PCR, qui a été fortement critiqué. Il y a même d'autres membres de l'Union Sacrée qui sont passés dans ce même plateau pour dire que les premiers opposants de Félix Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Par rapport à tout ça, on peut se dire aujourd'hui que la vraie opposition sortira de l'Union Sacrée? On peut le dire parce que tu sais, la politique c'est la guerre d'ambition. Donc Félix Tshisekedi est accompagné par plusieurs personnes, des loups qui ont beaucoup d'ambition aussi. La crainte justement c'est ça, parce que d'ici 2026-27, qu'il y ait des opposants qui vont sortir de l'Union Sacrée, et on les sent, hein. Okay. On sent des mouvements, oui. C'est une possibilité. Mais écoutez, on ne peut pas empêcher les ambitions des gens, ceux qui ont des ambitions, qui se manifestent, qui ne se cachent pas. Mais nous continuons à accompagner Félix Tshisekedi jusqu'à ce qu'il va nous présenter un dauphin et on va continuer à évoluer avec l'UDPS. Alors, c'est heureusement que vous aviez répondu parce qu'en vraie version, on allait vous demander est-ce que ces opposants-là ne viendront pas aussi de votre parti politique. Parlons de la guerre de l'Est. La question est de vouloir comprendre à quand est-ce que cette population va souffrir? Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui faire pour finalement finir cette guerre de l'Est? Vous savez, ça fait plus de 30 ans que ça dure à l'Est du pays. Et cette guerre n'est pas... Et la guerre est plus profonde que ce que nous voyons. Cette situation n'est pas seulement une situation des forces militaires. Oui. C'est une situation très compliquée. Nous ne faisons pas la guerre avec... les M23 ou les Rwandais, nous faisons la guerre avec des communautés internationales. Nous faisons la guerre avec des entreprises multinationales. Okay. Nous faisons la guerre avec des gens qui sont capables de financer la fabrication, la vente des armes. Okay. Nous faisons la guerre avec des gens qui financent les entreprises d'armes. Donc la guerre, elle est très, très profonde. C'est une situation très, très difficile qu'on peut résoudre seulement dans plusieurs fronts. Okay. Ce qui est fait par exemple les présidents de la République dans les fronts diplomatiques, oui. Politiques et les fronts militaires. Est-ce que les fronts diplomatiques ces fronts-là a-t-il échoué? On peut le dire aujourd'hui que les fronts diplomatiques a échoué. Maintenant, il faut chercher d'autres fonds. Je vais vous donner 2 exemples pour vous démontrer que les fronts diplomatiques n'ont pas échoué. Allez-y. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas plus tard que les 3 juin, l'Union européenne vient de geler les financements en appui militaire au Rwanda. Les 20 millions. Les 20 millions. Parce qu'il faut le dire, les militaires rwandais contribuent, ils sont dans l'armée de paix à Mozambique, précisément dans la province de Cabo Delgado. Ils sont en train de combattre pour maintenir la paix avec les militaires de l'Union, avec l'appui de l'Union européenne. Oui. Et ces gens sont financés à hauteur de 20 millions chaque semestre pratiquement. Mais lors de la dernière réunion du 3 juin, l'Allemagne, la Belgique et je pense la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, je pense la Suisse, okay. Se sont opposés à ces financements. Oui. Bien que la France et le Portugal ont soutenu cette idée de continuer à financer les Rwandais pour l'armée rwandaise. Mais comme la validation des fonds nécessite l'unanimité de tous les membres, donc les membres comme l'Allemagne, la Belgique et les Suisses qui se sont opposés. Oui. Donc, il fallait geler ces financements. Ce qui veut dire que dans les 6 prochains mois ici, l'armée rwandaise ne sera pas financée pour combattre. Ça, la raison, c'est justement l'intervention de l'armée rwandaise dans les conflits à l'est du Congo avec les M23. Mais si Félix Tshisekedi n'était pas dans les fronts diplomatiques, on n'allait pas avoir cette solution. Ça, c'est un. Deuxième élément. Les Rwandais avaient signé un accord avec les gouvernements conservateurs de la Grande-Bretagne pour recevoir les immigrés. Oui. Et cette collaboration allait apporter au Rwanda près de 153 millions d'euros qui soutenaient les gouvernements rwandais. Vous savez que les Rwandais vivent avec de l'aide extérieure en majorité. Justement. Donc, près de 153 millions d'euros qui allaient soutenir. Clandestins aussi non minérés qui continuent à voler tout le jour. Effectivement. D'ailleurs, ils sont asphyxiés parce que la RDC continue à serrer la ceinture, à coincer pour que les Rwandais ne bénéficient plus énormément des non minérés comme ils le faisaient avant. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a eu élection. Récemment, il y a eu élection à la Grande-Bretagne. Oui. Un nouveau front a pris les pouvoirs
les premiers ministres qui Starmer décident d'annuler ces contrats. Ça veut dire que le Rwanda va perdre ses fonds, ses financements pour soutenir sa politique intérieure, sa politique de l'immigration avec la Grande-Bretagne. Oui. Mais tout ça vient d'où? C'est parce qu'on a mené une guerre diplomatique contre les Rwandais. Tout le monde a su que ces pays contribuent dans les conflits et la déstabilisation en Afrique, à l'Est précisément, en RDC. Oui. Et tous ces gens-là commencent à hausser la voix et à asphyxier les financements au Rwanda. Et vous le savez, si le Rwanda est asphyxié à travers les financements d'aide extérieure, ça veut dire que l'économie est par terre. Dès que Kagame va sentir que l'économie est par terre, il va céder. Et même ces poulains, ces gens à gauche, à droite qui les soutenaient, commencent au fur et à mesure à comprendre que ce n'est pas quelqu'un à soutenir. Donc ça, c'est grâce à ces fronts diplomatiques que Félix Tshisekedi a menés, mais soutenus aussi par les fronts médiatiques qu'a mené Patrick Muyaya, le ministre de la communication, qui a largué des interviews à gauche et à droite, qui a donné une certaine visibilité à cette guerre, et les gens ont entendu, ont compris. Maintenant, on commence à voir les fruits. Donc, je vous dis que les fronts diplomatiques commencent à porter des fruits. Mais ça c'est dans les textes. Lorsque, aujourd'hui, notre armée fait des reculs et que nous voyons que ces rebelles-là prennent des petits territoires, qu'est-ce qu'on peut se dire que... en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi nous posons la question. Qu'est-ce que nous devons finalement faire au-delà de l'action diplomatique? Est-ce qu'il faut donner tout le moyen possible qui manque à nos forces armées pour récupérer finalement ces territoires? Effectivement, il faut donner les moyens nécessaires à notre armée. La loi des programmations militaires a prévu de renforcer l'armée. Mais on attend l'exécution, on attend que l'armée soit suffisamment équipée et que cette loi soit mise en exécution. Oui. On a besoin de renforcer notre armée. Ça ne veut pas dire que comme nous sommes dans les fronts diplomatiques, nous devons abandonner les fronts militaires. Il faut se battre sur le terrain. C'est vrai que ces gens-là, ils essaient de nous mettre la pression. Oui. Mais ils essaient de nous mettre la pression pour qu'on puisse céder à la négociation avec les M23, mais oui. Nous avons été catégoriques. On est d'accord pour négocier, mais pas avec les sous-fifres des M23. Okay. Donc si les sous-fifres commencent à nous mettre la pression, c'est parce qu'ils sont dirigés, ce sont des marionnettes qui sont dirigées par Kagame et sa bande. Donc on doit renforcer notre armée, suffisamment donner les moyens à notre armée. Nous sommes comme les États-Unis. Donc oui. Pour être en sécurité, il faut avoir une armée forte pour sécuriser nos frontières. On a tellement de richesses, on est censé sécuriser suffisamment nos frontières. Et c'est le travail que Félix Tshisekedi est en train de faire. Vous savez que notre armée était à l'abandon. Notre armée était totalement à l'abandon. Oui. Et avec les difficultés que nous avions à l'embargo qui ne disait pas son nom, on s'est battu sur les plans diplomatiques pour oui. résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, c'est un problème résolu. On avance petit à petit. N'oubliez pas que l'armée a été abandonnée pendant plus de 20 ans. Okay. Félix Tshisekedi est là près de 6 ans. Abandonné pendant plus de 20 ans? Mais je dirais ça, oui, mais pendant plus de 20 ans. Comment ça? Mais... l'embargo qu'on nous a donné qui oui. ne disait pas son nom, oui. cet embargo est entré en vigueur avant l'arrivée même de Kabila. Okay. Kabila a fait pratiquement 18 ans ou 19 ans au pouvoir, oui. mais cet embargo est arrivé avant l'arrivée de Kabila. Vous avez réussi à enlever cet embargo-là? Oui, mais cet embargo a été fait sauter récemment avec Félix Tshisekedi. Okay? Aujourd'hui, la RDC, la déclaration qu'on nous a imposée avant d'acheter les armes, oui. cette loi, cette sanction a été écartée grâce à la diplomatie menée par Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la RDC peut librement acheter ses munitions. Oui. C'est pour ça que vous avez eu à un certain moment, on a acheté des Sukhoi et autres choses qu'on n'arrivait pas à le faire. Justement, mais lorsque Félix Tshisekedi dit qu'il a trouvé une armée organisée et structurée. Vous savez, c'est un chef de l'État. Ouais. C'est un chef d'État. Quand vous avez des enfants à la maison, ouais. Okay, vous ne pouvez pas... Les linges sales, c'est lave en famille. Félix Tshisekedi a trouvé beaucoup de difficultés à cette armée. Okay. Ce n'était pas 100% chaos, mais il a trouvé des choses organisées, structurées. Ouais. Il a aussi trouvé des choses désorganisées qu'il essaie de mettre en place progressivement. Et aujourd'hui, notre armée s'organise de mieux en mieux. Aujourd'hui, notre armée est mieux qu'il y a 10 ans. Ah bon? Mais oui, notre armée est mieux qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, notre armée est mieux organisée qu'il
qu'il y a 10 ans. Notre armée a beaucoup plus de moyens qu'il y a 10 ans. Et c'est des choses qu'on essaie d'organiser petit à petit. Nous avons un grand pays, messieurs Didier. Nous avons un très grand pays. Normalement, il nous faut 1 militaire par kilomètre carré. On a presque 1 militaire par 100 kilomètres carrés. Donc, tous ces espaces vides-là, c'est là où l'ennemi profite pour venir mettre sa loi. On a lancé les recrutements des nouveaux militaires. Ça va renforcer l'armée et ça va permettre à l'armée de mieux encore s'organiser au fur et à mesure. Alors, il y a plusieurs qui pensent qu'il faudrait, ne serait-ce que s'il ne faut pas dialoguer avec les rebelles qui sont du reste couverts par le Rwanda, il faut quand même organiser des pourparlers entre Congolais, comme par exemple Martin Fayulu, qui pense qu'il faudrait un dialogue interne entre des caciques politiques pour essayer de trouver la solution. Qu'est-ce que vous y pensez? On doit dialoguer entre Congolais. Pourquoi? Pour apporter quoi aujourd'hui? Les problèmes, c'est que nous avons un exécutif qui doit travailler pour mettre fin à la guerre. Les caciques politiques... Mais quand vous ne le faites pas... Ce n'est pas qu'on le fait pas. Les gouvernements n'ont pas croisé les bras. Les gouvernements se battent dans tous les fronts pour apporter des solutions. Mais on va dialoguer pourquoi? Il faut que les politiques de ces pays comprennent. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que tous ces vieux politiciens, pendant longtemps, qui comprennent aujourd'hui qu'ils ont manqué de leadership, ils doivent arrêter de nous embrouiller. Il faut que ces politiciens comprennent que la période de partage des gâteaux est finie. On n'est plus dans cette période de partage des gâteaux. La politique change d'air. Aujourd'hui, nous devons passer aux élections, gagner les élections et d'y prendre les pouvoirs et diriger les pays. Il ne faut pas attendre aller au dialogue, prendre sa part des gâteaux, manger soi et sa famille. Cette histoire-là est finie. On a connu combien de dialogues dans ces pays? Combien de dialogues ça nous a apporté quoi? C'est à cause des dialogues que nous avons fait ces mixages de l'armée qui nous causent aujourd'hui des soucis. C'est à cause des dialogues. Mais on ne dialogue plus. Faisons, l'exécutif doit se battre pour mettre fin à cette guerre. Nous avons eu les élections, il y a un président qui a été élu, les députés ont été élus, les sénateurs, les gouverneurs. Laissez-les travailler, se concentrer dans leur travail et apporter des résultats. Il faut qu'on arrête cette histoire des dialogues à chaque fois qu'on fait un pas en avant. Ça ne nous avance pas, les dialogues. Ça ne nous avance pas, ça ne nous apporte rien du tout. Si aujourd'hui nous avons connu d'infiltration au sein de notre armée, c'est à cause de cette histoire des dialogues. On doit continuer à dialoguer jusqu'où? Arrêtons cette histoire, apportons des vraies solutions, comme nous sommes en train de les faire aujourd'hui, des solutions durables qui vont permettre les pays à aller de l'avant. Alors, Augustin Kabouya qui dit qu'il faut oublier cette histoire du social à cause de la guerre de l'Est. Donc la population aujourd'hui qui attendait beaucoup de vous, qui attendait les peuples d'abord, doit oublier les sociales parce que le pays est agressé. Qu'est-ce que vous y pensez? Je pense que les propos sont juste mal interprétés. Je ne pense pas qu'il pensait dire qu'on doit complètement oublier les sociales. Parce que les pays fonctionnent avec plusieurs ministères, plusieurs départements, et chaque département, je l'appellerai ainsi, est censé gérer les choses à son niveau. Donc s'il y a des gens qui vont se concentrer dans la résolution des conflits à l'Est, il y a des ministres qui seront concentrés à résoudre les problèmes sociaux de la population. Donc chacun gère les choses dans son coin. Maintenant, je pense qu'il voulait simplement dire qu'il y a une grande partie de nos efforts, que ce soit financier ou autre, qui va pour renforcer les conflits à l'Est du Congo. C'était ça sa pensée. C'est de cette façon que moi je l'ai traduit. Donc il y a un grand effort qui est fourni, que ces fonds part pour résoudre ce problème des guerres à l'Est du Congo, mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement oublier les sociales, parce que c'est d'ailleurs les fonds même de notre pouvoir. Nous sommes des socialistes et nous des l'UDPS. Est-ce que lui qui a beaucoup d'informations, ne pense-t-il pas qu'aujourd'hui, cette guerre nous prend tout? Alors on devrait mettre à côté les grands projets de la République. Je ne pense pas que c'était ça sa pensée. Sa pensée, c'était dire que la guerre peut prendre la majorité de ce que nous produisons, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas pour rien qu'on a les ministres sectoriels. Donc chaque ministre doit travailler dans son secteur. Si le ministre est lié au social, il doit travailler pour les sociales. Si le ministre est lié à résoudre les problèmes des conflits à l'Est, il doit travailler pour résoudre les problèmes des conflits à l'Est. Alors, on devrait en parler, hein.
avant finalement de mettre un terme à notre émission ou d'aller achever notre émission. Il y a conflit aujourd'hui à l'UDPS. Ce sont vos voisins, non seulement vos voisins de l'adresse, mais de nom et de l'histoire. Lorsqu'on parle de l'UDPS Tshisekedi, on voit l'UDPS Kibasa et ainsi que les autres. Aujourd'hui, il y a Teni Longondo qui dit que l'UDPS n'est pas bien géré. On voit Kabouya qui dit que ce n'est même pas lui, il y a des gens qui sont derrière, qui le suivent. Qu'est-ce que vous pensez de ces conflits? Est-ce que c'est pas pas les bons moments, ou c'était les moments de dire tout haut ce que d'autres cadres pensaient tout bas? Je pense vraiment que c'était pas les bons moments, parce que vous le savez, on a ces problèmes des guerres à l'Est, on a ces problèmes économiques avec les dollars qui bougent à tout moment, donc on a beaucoup de choses importantes à résoudre dans ces pays que de nous concentrer dans les conflits politiciens. Donc et Teni Longondo doit juste prendre son mal à la patience, attendre les jours où on voudra changer les responsables dans son parti pour pouvoir mettre en avant ses ambitions. Mais ce n'est pas les bons moments pour les pays, pour la nation. Nous sommes un parti mature, que ce soit l'UDPS Kibasa, que ce soit l'UDPS Tshisekedi. Oui. Nous sommes tous une famille. Nous avons été créés le même jour, oui, à la même date. Bien que les chemins se sont séparés à un certain moment, voilà, dans notre parcours, c'est ça, ce sont des ambitions. Donc au jour d'aujourd'hui, nous composons encore une même famille au sein de l'Union sacrée. Il serait mieux de nous concentrer dans notre pouvoir pour essayer de bien faire les choses que de nous mettre dans la rue et commencer à nous battre. Ça ne servira à rien, ça n'apporte rien à la population. Alors, nous allons regarder ensemble une image. Voilà, Vital Kamerhe. En franc-parler, qu'est-ce que M. Demersi lui-même pense de cet homme politique? Je pense que c'est un fin politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Okay. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, vu sa carrière politique, son parcours. Et je lui souhaite bonne chance. Je n'ai pas quelque chose de plus à dire. Vous voyez en lui les dauphins de Félix Tshisekedi? Je ne vais pas entrer dans la tête du chef de l'État en ces moments pour... Ou en lui-même, Vital Kamerhe, d'avoir les ambitions de postuler après Félix Tshisekedi? Je sais qu'il est ambitieux, mais ça va se décider, pas maintenant, ça va se décider peut-être dans 2-3 ans. Okay. Il a beaucoup d'ambition et je sais qu'il a l'ambition d'être président de la République de ce pays. C'est légitime, c'est un homme politique et c'est pas n'importe quel politique, c'est quelqu'un qui a un grand parti. Donc il a bien évidemment l'ambition d'être président de la République, mais je ne veux pas entrer dans la tête du chef de l'État maintenant pour décider de qui sera son dauphin. Ok. La deuxième image, voilà, c'est Augustin Kabouya. Qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est le gardien du temple. Ok. C'est celui qui protège les intérêts du parti. Et la plupart des gens condamnent Augustin Kabouya, mais moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ah bon? Oui, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Vous appréciez Augustin Kabouya? Qu'est-ce que vous appréciez en lui? Je pense qu'il protège bien ses intérêts, les intérêts du parti. Parce que vous savez, de vous à moi aujourd'hui, il y a des politiques qui ont peur d'affronter l'UDPS Tshisekedi. Mais pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent que la réaction sera virulente derrière avec Augustin Kabouya. Il a dit récemment qu'aux adversaires politiques, ils ont un problème de la tête. Ils ont un problème à MeToo. Il frappe fort quand même. Hein? Le problème avec lui, c'est qu'il est un peu dur dans les mots. Sa manière de s'exprimer, sa manière de parler. Mais je pense qu'il est cohérent dans sa façon d'agir. Oui. Les mots peuvent sembler choqués, mais il est cohérent dans sa façon d'agir. Personne ne va accepter que tu es chez toi à la maison, que quelqu'un venant de l'extérieur vient, commence à taper sur toi, t'insulter sans raison et que tu croises les bras. Ça veut dire que tu es lâche. Donc s'il n'est pas lâche, c'est quelqu'un qui réagit lorsqu'on l'attaque. Okay. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'est les gardiens du temple. Il protège son parti. Aujourd'hui, si les gens craignent d'attaquer n'importe comment l'UDPS Tshisekedi, c'est grâce à lui. Alors, la dernière image, voilà, le ministre Kibasa. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous le connaissez vraiment? Vous savez, pour les décrire en quelques mots, c'est difficile. Okay. Parce que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Oui. C'est quelqu'un que je connais personnellement.
Les décrire en quelques mots, ça sera très difficile. Mais simplement, je peux dire que c'est la sagesse. C'est la maturité politique en cet homme. Ah bon? Ouais. C'est la sagesse, c'est la maturité politique. Il parle de moins en moins. Il est pas trop présent dans le média. Pourquoi? Vous savez, c'est nous-mêmes qui les poussons à être de plus en plus visibles dans les médias. Mais c'est quelqu'un qui aime se concentrer dans ce qu'il fait, dans son travail. Parce que lui, il dit, la politique, c'est fait dans les actions. Oui. La politique, c'est décide lorsque tu apportes quelque chose dans la population. Oui. La politique ne se dessine pas seulement lorsque tu parles. Il y a beaucoup de politiciens qui passent tous les jours dans les médias, mais quand je regarde les résultats, c'est regrettable. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime se concentrer. Nous les poussons de plus en plus à sortir de sa zone de confort. On a dit il faut qu'il soit de plus en plus présent. Mais c'est quelqu'un qui, je ne saurais pas décrire en quelques mots, parce que je le connais personnellement. Il a une certaine maturité politique qui impressionne. Maturité politique qui impressionne. Alors, la population ne va pas m'excuser si je ne pose pas cette question, puisque vous les connaissez. D'ailleurs, ils m'ont demandé de le poser en lingala. Mbongo Aram et Kenda Wapi. Bosa ministère wana bino batubojiraka pété antique et autres. Mbongo Aram et Kenda Wapi. Je vais répondre aussi à lingala. OK. Nakamwa lelo soki ba journaliste na bande comme ça bazotu nanga sur question na Mbongo Aram et Kenda Wapi. Oui. Ministre na biso aligara na Assemblée nationale. Ba député ba questionnaire ba sala na commission pour na ko enquêter makambo Mbongo Aram. OK. Mais ba député ba ya ko pesa population réponse te pour na nini po ba yebi place Mbongo Aram ekela. Ah ba député ba yebi yakala. Ministre azalaka na Assemblée nationale. Oui. Ba poser des questions. Oui. Bolandaka. OK. A pesa ka explication. A pesa ka ba moyen de défense na ye. A yebi saka bango place Mbongo Aram ezali. Mais ba yebi sa population te. Ngasi ko nazotangela bino piloko moko moko. Oui, allez-y. Les lois, par exemple, si on a eu peine, on a construction universitaire. Ah, et Tonga université. Allez-y, allez-y. Aux hommes, on a université, on a eu peine. Oui. L'objectif, c'était quoi? Mbo cannabis, c'est un problème, il y a fracture numérique. Toza na Mbo cannabis, on a près de 40 millions d'utilisateurs, il y a téléphone. Mais kaka 15%, il y a 40 millions de, par exemple, utilisent Internet. Oui. Ça veut dire qu'il y a une fracture entre l'outil numérique en général, comme les téléphones, et utiliser Internet. Or, nous savons aujourd'hui que la télécommunication, l'Internet apporte les développements dans la population. Comment est-ce, à quel niveau la télécommunication apporte les développements? Dans le village où la télécommunication est arrêtée. Ceux qui vont installer le service de télécommunication, ça veut dire que Baché Moussala est assis pour la population. Ba travailleurs à Sukabakoya. Oui. Société wana a recruter batu, a koluka batu bateka, ba téléphone parce que télécommunication ça m'a téléphone. Oui. Batu oyo bana ko sala té ba jumi sala, ba koluka bateka ba crédit, batu ba sala té ba rozwa crédit. Oui. Ça veut dire que maman ba ndo teka ndunda na ye, azaki na bénéfice à 1000 francs, a rozwa ba acheteur ya sika. Batu asika ba komi na mbongo ba kosomba ndunda, maman wana ko na bénéfice à 1000 francs, comme on a bénéfice à 3000 francs et augmenter pouvoir d'achat. Oui. Donc nous on avait ces problèmes, il y a fracture numérique, OK? Maintenant fracture numérique on est sur dans la population bah apprenants, bah jeunes étudiants avaient ces problèmes même. Tolobi, ok, il faut installer culture et numérique dans l'université. Mais pour installer culture et université, on se rend compte que l'infrastructure à Malonga dans l'université est zatée. Tout ça dans l'université depuis 1960 babongi saté. Oui. D'où il faut commencer par créer les infrastructures universitaires. Dans les universités. Dans les universités. Il y a un peu de université na UPEN ba bâtiment sike tongami soki na INBTP ba bâtiment sike tongami soki na université ya Kananga bazotonga soki na université ya Mbujimai bazotonga musala ezo salama nyonso wana eza financé par quoi? Mbongo Aram. Autre question ba député basala commission ba yebi et mbongo wana même le ministre ya EPST ya kala lobaka ngo na interview na moka lobby tozo tonga ba université ba pesi biso ARPTC accompagner biso. ARPTC c'est les régulateurs qui géraient
Mbongo y a RAM, qui gérait les services RAM. Oui. Et ARPTC a mis les moyens pour nous financer l'université. ARPTC a mis les moyens. Aujourd'hui, il y a l'Internet gratuit dans l'université. Ah bon? Oui. Il y a l'Internet gratuit dans l'université. Gratuit dans l'UPEN. Na IPEN? Lelo. Lelo, tozo solana obwe. Oh bon? Na oui, okumba yo mgomsu tokei. Toketi na IPEN. Bazola ndabiso, téléphone ezo sonné et sonné. Internet gratuit na ISTA. Ah bon? ISTA, Moucheto place ba na biso bana Moucheto. Ba étudiant ba na biso ba go témoigner. Internet gratuit na INBTP. Internet gratuit na IPEN. Internet wana. Eza ba service oyo ba futarango chaque mois. Et ça, la société va fournir ça à Internet, ARPT ça en charge. Et c'est des gros moyens. C'est des gros moyens qui ont été mis pour que permettre aux jeunes étudiants à l'université, tant qu'on a ça la recherche, à que nous cyber pour investir des moyens, mais à se connecter directement à Internet, à ça la recherche et permettre à pousser l'intelligence. L'université n'y a développé à l'étranger, mais c'est grâce à Internet. Tu retournes au ministre vraiment avec précision, jour Moussoussou, parce que ma question a-t-il et le Zonaka. Mais je reformule ma question, monsieur Dieudonné. Est-ce que maman Mokwafani na Kananga to na ba Congo a chez moi unité naie, il y a 50 unités à moni pouf ba bendié, boebissier que mbongo wane tongi ba université. C'est convaincant? Alors, je vais réexpliquer les choses. Oui. Au moni, tant que vous pour facturer RAM, ça m'étonne car attention à des bancs, mais nous éclaircir pour comprendre. Tant que vous facturez RAM, on ne prenait pas le même montant chez tout le monde. Okay. Il y a cette précision, par exemple, il y a eu des manipulations politiciennes. RAM a souffert d'un problème. C'est l'intervention politique, utilisant même Combo et RAM à travers la campagne électorale, on a compris leurs ambitions. On a compris leurs ambitions. Oui. On ne prenait pas tout le même montant chez tout le monde. Pour nakoyeba, mon capacité na yo utilisateur à téléphone, pouvoir d'achat na yo utilisateur à téléphone, ezate ba rota la lo solia qui na pourquoi. Non. Eza na indicateur autobenga ARPU. ARPU eza consommation moyenne d'un utilisateur. Il y a téléphone. Ça veut dire à travers ARPU, Bogoye Baké, Moutou a telle capacité, a telle capacité. Et sur base de l'ARPU, on a défini les montants à retirer dans chaque téléphone. Par exemple, les téléphones 2G, les téléphones amiqués, n'étaient pas ponctionnés de la même manière que les téléphones 3G ou 4G ou 5G. Donc ça veut dire qu'on regarde les pouvoirs d'achat, on définit l'ARPU. Mais laissez-moi renchérir. RAM, il faut qu'on ait le moment ils ont invention à RDCT. RAM est invention à RDCT. Dans le monde entier, ils ont un organe qui surveille le téléphone, notamment UIT, Union internationale des télécoms, qui fixe des règles pour l'utilisation du téléphone. Pour éviter, pour protéger d'abord la santé des utilisateurs à téléphone. Pour éviter le téléphone auto-utilisable, c'est des outils dangereux parce qu'ils fonctionnent en onde. Maintenant, il y a onde des eaux communiquées qui traversent ton cerveau, qui traversent ton corps pendant que tu te prends avec les téléphones. Il faut qu'il y ait des limites dans l'utilisation pour que les fabricants balèquent ça. Maïe l'été. Non, on a l'inga pour découvrir. Les fabricants balèquent ça maïe l'été. Les fabricants y a des téléphones. Balingara toujours collé qui ça moi maïe na gotiara ba matière chimique au épais ça rabiso malade. La preuve dans les 10 dernières années cancer il y a cerveau dans le monde et mati au-delà à 100%. Bande ko belé ba kufa rayoki mutu passe ya kufi, c'est parce qu'il n'a pas été suivi diagnostic exacté mais il peut-être cancer du cerveau. Ça c'est créé par les téléphones. Il faut sécuriser ça. 2, il y a des économies qui sont tombées en faillite pour Namakambu, il y a trafic, il y a des téléphones contrefaits. Italie, pays européen, a subi les chocs. Pire encore, la RDC subit les chocs dans beaucoup de ils ont une société qui fabrique téléphone. J'étais les noms pour la publicité. Exactement. Société et Kanga, Balongo, RDC. Parce que le téléphone est piraté, la Chine et tout ça. Mais original, les autres comme la société la RDC, société Kangi. Économiquement, la RDC a beaucoup perdu. Voilà. Donc, pour des raisons comme ça, il y a des mesures. Alors, il y a un fabricant de téléphone.
Avant le téléphone, quand on a marché, il faut les pas contrôler ce qu'ils ont respecté les normes. Oui. Ce que les pas code un numéro email. Sur le téléphone, nous avons un numéro email. Oui, je connais. Numéro email, ils ont identité à téléphone pour vérifier que le téléphone est dans les normes, il y a bango fixé. Oui. Mais si au-delà de ça, on a battu le roi en Ghana, tozo lukambongo, to que la simanda ou de fabriquer téléphone à bisope, to tient à marché, to et respecter les normes manate. Alors, Italobi, téléphone, nous sommes à la contrôler, pas na bangote, il faut à la verrouiller. Pour que, pour te protéger la population. Alors, bah créer technologie où ils ont contrôlé le téléphone. Et vérifier que le téléphone est conforme ou pas conforme. Technologie, on a bien un CIR. Il y a un c'est cette technologie qui pour contrôler au départ une technologie, il y a qu'à contrôler le faux téléphone. Donc, ceux qui m'ont mis le téléphone à ma baie, les expliquer qu'avant, on peut bloquer les téléphones. On peut bloquer les téléphones. Oui. Mais maintenant, quand comme une technologie, il ne fallait pas directement aussi bloquer. Parce que économiquement, c'est un poids. Il y a près de 5 millions de téléphones contrefaits. Ok. Oh, il faut passer à maladie. 5 millions de téléphones. Impacter qualité à réseau, tu communiqueras à défaut dans le réseau sur le téléphone, les autres, ça vient. Ok. Tu penses que les réseaux. Mais téléphone, nous allons contrefaits, communiquer mal à opérateur. Donc, Monique ministre de la contrôle du secteur. Donc, je vais le baiser belé. Malheureusement. Alors, vous pensez aujourd'hui que les RAM étaient un bon service, mais avec une mauvaise campagne ou communication? Oui, je pense fortement que les RAM étaient un bon service pour l'État, un très bon service, parce que regarde jusqu'aujourd'hui, le RAM est l'université, et vous doutez parce que ça continue, mais seulement et subit ça. RAM est méchant. Non, lui, service au RAM, ils offrent le RAM Internet dans l'université, ensuite les services continuent. Donc seulement ces services a souffert de la communication, de la politique, de l'ambition et attaquer le chef de l'État pendant la campagne électorale. Merci. Je pense que nous avions quand même dit l'essentiel, les restes. C'est à vous aussi, chers téléspectateurs, de pouvoir agir, interagir sur nos différentes émissions, notamment cette grande émission. Vous êtes en train vraiment de nous appeler, le téléphone est en train de sonner, mais n'oubliez pas que nous allons répondre à vos appels après l'émission. C'est après l'émission qu'on répondra à vos appels, mais écrivez-nous pendant l'émission. Comme d'habitude, nous allons vous répondre et interagir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions l'invité. Nous l'avions vraiment cherché pour finalement les poser cette question. Puis vous avez suivi des réponses. Je pense qu'après, nous allons encore la voir pour les montrer vos réactions. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est par ici que nous mettons un point final à notre numéro de séjour. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la 2e rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Je suis la cliente d'Elikia. Je viens souvent acheter de produits ici. J'ai été invitée autant qu'une restauratrice
J'ai répondu à mon invitation aussi. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, j'ai appris concernant Elikia. Et puis des réponses que nous avons eu à faire, j'espère qu'ils vont le prendre en considération et puis changer beaucoup de choses aussi que nous espérons. J'ai été vraiment intéressée par leur manière d'adopter de livraison en ligne, en domiciliant dans des restaurants. Déjà que si vous avez besoin de produits, ils peuvent venir vers vous, que vous venez vers lui. Genre venir vous livrer où vous êtes, peu importe l'endroit. Ce qui m'a vraiment intéressée, j'ai été vraiment contente d'apprendre ça.